Le 8 mars, date marquant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, et cela se fait comme ça chaque année depuis près de 46 ans déjà. Et c'est une occasion de faire le point sur la lutte des femmes pour leurs droits. On fait le point sur les avancées accomplies. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le droit des femmes de la RDC, particulièrement le droit de santé sexuelle et reproductive. Nous allons évoquer ici un concept encore peu connu du public, mais un concept émergent, c'est la justice reproductive. Et nous sommes venus rencontrer le docteur Jean-Claude Moulunda. Docteur, vous êtes le directeur pays de l'organisation internationale IPAS. Et IPAS, c'est cette organisation parmi d'autres qui prônent la justice reproductive. Nous allons parler justement de la justice reproductive avec vous, docteur Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Madame Bibiche. Et merci de nous recevoir chez vous ici dans ce bureau. La justice reproductive, je l'ai dit dans mon introduction, un concept, on en parle peut-être encore timidement, mais ça émerge. On en parle quand même. Voilà pourquoi nous voulons l'évoquer aujourd'hui avec vous, qui prônez à travers l'organisation que vous dirigez ici en RDC, la justice reproductive. Qu'est-ce que c'est, docteur? Merci Madame Bibiche. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et je voudrais vous remercier et remercier toute la direction de la télévision nationale pour cette importance que vous accordez à la femme. Et c'est chaque 8 mars que vous lancez un message à la femme congolaise. C'est très important effectivement parce que le mois de la femme, on l'appelle le mois de célébration des droits de la femme. Et beaucoup de femmes et des jeunes filles et même beaucoup de supporters ne comprennent pas exactement quels sont ces droits que nous célébrons réellement. Il est très important de pouvoir revenir sur certaines thématiques pour essayer de comprendre, même si on ne peut pas expliquer tous les droits, mais on peut prendre quelques aspects importants qui concernent la femme, qui concernent la jeune fille, que nous célébrons tout au long de ce mois de mars. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette conversation. Pour revenir au thème de la conversation sur la justice reproductive, vous savez que par définition, quand on dit justice, ça veut dire qu'on fait allusion à quelque chose qui est opposé à l'injustice. Lorsque le thème de justice reproductive est invoqué, ça veut dire qu'en réalité, les femmes ont subi pendant plusieurs années une sorte d'injustice. Et cette injustice, elle n'est pas que reproductive. C'est une injustice qui est sociale. Vous savez que dans beaucoup de pays, pas seulement en RDC, pas seulement en Afrique, même en Occident, on a noté par exemple le fait que les femmes n'avaient pas de droit de voter. On a noté par exemple que dans certains pays ou dans certaines régions, vous avez les femmes travailler parfois plus dur que les hommes. Parfois, ils avaient le même travail que les hommes, mais ils étaient moins payés. Et toutes ces injustices se sont ajoutées d'autres injustices, par exemple les injustices raciales, comme dans des pays comme les États-Unis, où vous avez des inégalités entre ce qui sont les femmes blanches et les femmes noires, par exemple. Et on a noté beaucoup de problèmes en même temps d'accès aux services de santé, mais aussi d'accès aux services de base. Et donc, c'est de tous ces mouvements qu'est parti le besoin de créer un monde beaucoup plus juste, plus équitable. Et effectivement, il y a plusieurs thématiques qui sont liées à la justice. Et donc, la justice reproductive est née de ces centres, est née de ces différentes revendications, parce qu'au-delà de toutes les revendications qui tournent autour de la femme, on se rendit compte que la plupart de toutes ces revendications ont des conséquences. Par exemple, aujourd'hui, il est démontré que le niveau de pauvreté est lié à certains comportements ou certains risques que subissent les femmes. Vous avez par exemple le fait qu'une femme est pauvre, qu'elle ne sait pas où aller, ou une jeune fille est pauvre, qu'elle ne sait pas où aller. Même lorsqu'elle subit des violences, elle ne sait pas quitter, elle ne sait pas s'éloigner, parce qu'elle va poser la question, qu'est-ce que je vais faire?
On a vu ici, par exemple, dans ce pays, des cas qui ont été tout simplement des femmes violentées qui se sont plaintes. Mais après les plaintes, on n'a pas pu trouver de solution parce qu'au final, on arrête le mari ou le bourreau. Et puis la femme dit non, c'est mon mari, je l'aime beaucoup, laissez-la, et ainsi de suite. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir partir du fait que la femme, ce qui fait sa féminité, ce qui fait sa personnalité, la différence entre l'homme et la femme, c'est d'abord ce côté reproductif. Les deux se mettent ensemble, mais au final, c'est la femme qui va porter la grossesse jusqu'à la fin. Et la grossesse, effectivement, les médecins, les gynécologues le disent souvent, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas non plus une infirmité. Mais il faut reconnaître le fait que la grossesse diminue à un certain niveau, certaines, je ne peux pas dire capacité, mais ça ne permet pas à la femme de tout faire. Si aujourd'hui vous êtes enceinte et que vous voulez par exemple voyager, vous devez demander l'avis de votre médecin pour qu'il regarde par rapport à l'âge de la grossesse, par rapport à la manière dont la grossesse évolue, si ça vous permet de voyager ou pas, si vous devez faire un mouvement ou un travail qui par exemple peut-être c'est du sport, que ça vous demande de soulever de poids, ainsi de suite. Donc ça va demander l'avis de votre médecin. Et donc tout ceci fait que ça permet de pouvoir prendre en compte ces aspects pour traiter les hommes et les femmes. Et non pas, c'est comme ça qu'on parle de l'équité. Ça veut dire qu'on essaye d'aller au-delà du fait que l'homme et la femme devraient être égaux, mais tenir compte du fait qu'il y a différence. Donc la justice reproductive vient tout simplement mettre en place le fait qu'il y a plusieurs justices qui se sont mises en place. Il y avait la justice santé ou sanitaire, où on parle essentiellement de pouvoir faciliter l'accès aux soins. Vous avez la justice sociale, j'ai parlé de salaire ici. Vous avez la justice de droit, un peu dans le sens de les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, ainsi de suite. Mais lorsqu'on parle de la justice reproductive pour la femme, ça inclut tout ça. Ça inclut en même temps la justice pour la santé, ça inclut la justice devant la loi, ça inclut la justice sociale et ça inclut l'équité. La femme, c'est un être humain, autant que l'homme. L'homme et la femme, ils ont le droit, n'est-ce pas, le droit humain. Oui. Mais au-delà de cet aspect, au-delà de tout ce qui est commun à l'homme et la femme, elle a des besoins particuliers en tant que femme. Et c'est ce qui requiert cette attention particulière par rapport à ce droit, par rapport à ses besoins. Je pense que oui. J'ai dit, les hommes et les femmes, nous sommes égaux devant la loi, nous sommes égaux en tant qu'humains et nous avons les mêmes droits qui sont les droits humains, mais nous n'avons pas la même responsabilité dans le monde. Ça veut dire qu'ici sur Terre, les hommes et les femmes, nous avons des responsabilités différentes qui sont liées effectivement au fait que nous sommes hommes ou nous sommes femmes. Ça, c'est une question très importante parce qu'on n'en tient pas compte. Et la différence entre les hommes et les femmes, c'est une différence qui est d'abord liée au sexe. Parce que quand vous allez dans les rôles dans la société, là où on parle de genre, là on est égaux. Tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent le faire. Les hommes peuvent travailler dans des bureaux, les femmes peuvent travailler aussi dans des bureaux. Les hommes peuvent être ingénieurs, les femmes peuvent être aussi ingénieurs. Et donc, tout ce que nous pouvons faire en termes de travail, en termes d'exécution de tâches, en termes de résolution de problèmes, les femmes peuvent le faire, les hommes peuvent le faire. Mais lorsque vous allez sur le plan biologie, sur le plan constitution, nous sommes différents et nous avons des rôles biologiques différents. Ce qui fait que vous avez l'homme et la femme, ils se mettent ensemble, mais à la fin, c'est la femme qui va porter la grossesse du début jusqu'à la fin. Mais il peut arriver que ma femme est directrice d'entreprise et moi, je suis directeur d'entreprise. Mais lorsqu'elle porte la grossesse, il y a d'autres aspects qu'il faut tenir compte pendant sa grossesse. Lorsqu'elle accouche, elle a besoin du temps pour s'occuper du bébé. Effectivement, aujourd'hui, on milite pour que les hommes aient aussi le temps de pouvoir s'occuper du bébé. Et donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas partager pour le moment. Par exemple, ce qui est lié à la biologie.
Mais tout ce qui est en dehors de la biologie, nous pouvons le partager. Par exemple, s'occuper du bébé. Alors, docteur Jean-Claude, je l'ai dit aussi, hein, le 8 mars, c'est l'occasion de faire le point sur les avancées qui ont été accomplies, parce que la lutte des femmes pour leurs droits, des femmes, oui, mais il y a aussi des hommes comme vous qui accompagnent des femmes dans leur lutte. Et voilà, donc cette lutte a commencé depuis des années et bien sûr, il y a des succès qui ont été remportés. Alors, parmi les succès, on peut évoquer aujourd'hui, par exemple, dans le contexte de la RDC, tous ces textes de loi, par exemple, dont nous disposons, dont les femmes de la RDC disposent pour des lois qui garantissent leurs droits. Alors, par rapport à la justice reproductive, est-ce qu'il suffit d'avoir des lois, par exemple, dans un pays, des lois qui protègent le droit des femmes pour arriver à parler de la justice reproductive? C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, la thématique de la justice reproductive est venue avec comme but de rassembler les différentes thématiques qui concernaient la femme. Mais en même temps, de pouvoir rassembler les forces. Quand on dit justice reproductive, même dans le monde, on voit un mouvement qui milite pour les droits des femmes. Et donc, ça veut dire que ça soit ceux qui militent pour la santé reproductive, qui visent essentiellement l'accès aux soins et l'amélioration de la qualité de ces soins. Des soins qui sont sans stigmatisation, qui sont sans jugement. Et donc là, c'est la santé reproductive. Et vous avez en même temps les droits reproductifs qui vont dans la logique de pouvoir améliorer le cadre légal et de pouvoir l'implémenter. Et maintenant, vous avez la justice reproductive qui vient pour rassembler les deux et aller dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ça veut dire que la justice reproductive, c'est de pouvoir se dire, OK, comment nous sommes en arrivés là? Comment sommes-nous arrivés au point où des adultes peuvent violer des bébés de 3 mois, d'1 an, de 2 mois, comme on le voit un peu partout? Pas seulement dans des zones de guerre, même ici à Kinshasa. Et vous-même, vous avez fait plusieurs reportages sur des enfants, 2 ans, 3 ans, violés par des vieux. Comment en sommes-nous arrivés là? Des élèves qui sont violés à l'école. À l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, la justice reproductive s'intéresse aux causes réelles du problème. Où est-ce que le problème a commencé? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Tous les jours, récemment, il y a 2 semaines, je crois, on a ramassé une jeune fille, je crois que c'est à Selembao, qui avait été enterrée dans une érosion après un avortement clandestin. Et elle est décédée et le bourreau l'a jeté là-bas, il l'a fermé. Et c'est la pluie qui est venue le déterrer. Vous pouvez vous imaginer. Et donc, la justice reproductive regarde à ces aspects. Comment sommes-nous arrivés là? Comment pouvons-nous nous tirer de là-bas? Parce que si nous ne pouvons pas comprendre comment nous sommes arrivés dans cette situation-là, ça devient un problème. Et malheureusement, le plus gros problème aujourd'hui, c'est que le fait que les gens ignorent exactement ce qui se passe, ils pensent que ça n'existe pas. Et le message, c'est de dire ce qu'endurent les femmes. Si vous l'ignorez, ne pensez pas que ça n'existe pas. Nous n'avons pas besoin d'amener de preuves. À chaque parcelle, il y a une femme qui est morte d'avortement clandestin, ou qu'il y a une fille qui a été violée, ou il y a un bébé qui a été violé, pour que les gens comprennent qu'il y a un gros problème pour lequel on doit se lever. Alors, la question par rapport au cadre légal, c'est tout simplement une petite portion de la justice reproductive. Parce qu'en réalité, les racines ne sont pas la loi. La loi est la conséquence de ce que les gens pensent de la femme. Je pense ce que je pense et ce que je vois dans la femme, c'est ce que je veux refléter dans la loi lorsque je deviens député ou ministre. Et parfois, on a tendance à vouloir changer les choses à partir de la tête pour dire on veut changer de loi. Il y a même des pays où les lois ont été changées, mais la situation de la femme n'a pas du tout changé. La RDC fait partie. On a une loi sur les violences sexuelles. On a le protocole de Maputo. On a le code de la famille. On a le code pénal. On a la nouvelle loi qui vient d'être votée aussi sur les violences sexuelles. Est-ce qu'on les applique?
est-ce que la femme et la fille qui vit au Congo peut se dire, dis-moi, quand j'arrive au Congo, je suis en sécurité? Pas du tout. Donc, la loi, c'est bien, mais il y a plus que ça. Est-ce qu'on l'applique? Est-ce que la justice fait son travail? Est-ce que les cas de violence sexuelle sont traités comme ils devaient être traités? Est-ce que les personnes qui sont arrêtées restent en prison? Ou on trouve des moyens pour les sortir? Et donc, c'est tout ça qui fait que la justice reproductive va au-delà du cadre légal, essaye de regarder les racines profondes au niveau des communautés, parce que même si le gouvernement fait ce qu'il peut faire, on a aujourd'hui le protocole de Maputo. Est-ce que tout ce qui est accepté là-bas est accepté dans la communauté? Comment réagirait une mère ou des personnes dans la communauté s'ils voient une jeune fille de 20 ans ou de 25 ans avec des préservatifs dans sa poche? Comment les gens réagiraient? C'est tout ça le problème. Ça veut dire que le problème n'est pas juste le cadre légal. Le problème, c'est aussi la mentalité. C'est aussi, voilà, les perceptions que les gens ont, les normes sociales que nous nous sommes déjà faites. Les hommes, oui, peuvent en avoir. Je peux avoir de préservatif dans la poche, surtout si je suis célibataire, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un d'autre. Et donc, même si quelqu'un voit ça, il va traiter ça avec beaucoup de... Mais quand c'est une femme qui a des préservatifs, c'est un problème. C'est un problème. Et docteur, la justice ou l'injustice, c'est aussi, n'est-ce pas, par rapport du fait qu'on se situe, on est en ville par exemple, où on a beaucoup de services, par rapport à cette femme qui est au Congo profond, peut-être dans un coin où il manque de services. Et donc, est-ce que vous nous diriez par exemple que la justice ou l'injustice, ce n'est pas seulement par rapport aux inégalités de sexe, mais ça peut aussi être par rapport aux femmes elles-mêmes, les nantis et les non-nantis, les privilégiés et les marginalisés? Bien sûr, parce que j'ai toujours été militant pour la place de la femme dans la société. On parle de la participation politique de la femme, ce qui est une très bonne chose. Et on parle qu'il faut de la place pour la femme. Quand on veut nommer les ministres, quand on veut faire ceci, on veut qu'il y ait autant de femmes et tout ça, on a fait partie et on continue à militer pour ça. Mais le problème n'est pas bien posé. Parce qu'en réalité de fait, il faut se poser la question pourquoi les hommes ne militent pas. Mais ils ont toujours ce qu'ils veulent. Pourquoi la femme doit militer, soit seule, soit en groupe pour obtenir quelque chose? Mais les hommes, nous considérons naturellement que tout nous appartient, y compris les femmes. Nous avons le contrôle sur tout. Et une des questions que la justice reproductive vient résoudre, c'est la question d'autonomie corporelle. C'est une question très importante. Parce que ça définit ce que la femme veut devenir. Une femme qui n'a pas la capacité de contrôler sa sexualité et sa reproduction ne peut rien planifier. Nous sommes pendant l'année électorale. On veut qu'il y ait plus de femmes qui vont participer. Une femme qui a les informations sur la santé sexuelle et reproductive planifie de ne pas tomber enceinte à la veille des élections. Parce que si vous devez aller dans un village, comme vous l'avez dit, vous devez prendre des routes qui vont peut-être être difficiles. Vous devez faire les pieds avec vos militants. Les hommes, ils vont marcher pendant longtemps. Mais vous, peut-être que vous venez d'accoucher. Vous avez subi une césarienne. Et que vous ne pouvez pas marcher. Le docteur vous a dit, attention, vous avez une plaie. Mais il y a élection. Vous n'allez pas demander qu'on repousse des élections parce que vous étiez enceinte ou vous avez accouché ou vous voulez tomber enceinte. Non. Mais si la femme a la possibilité de gérer ces aspects liés à la sexualité et à la reproduction, ça lui permet de pouvoir planifier et par conséquent d'être compétitif au même titre que les hommes. Et donc la compétitivité des femmes, elle est en partie réduite par le fait qu'elles n'ont pas le contrôle de leur sexualité et de leur reproduction. Cela voudrait dire en même temps que je peux planifier.
Vous pouvez venir dans ce bureau, vous planifiez, vous dites cette année, je vais faire un master. Donc, je ne veux pas tomber enceinte parce qu'avec tous les signes là des débuts de la grossesse et tout ça, je ne saurais pas étudier, me concentrer et suivre l'évolution du bébé. Je préfère que pendant toute cette année, j'étudie. Comme ça, à la fin de l'année, dès que j'ai mon certificat ou mon diplôme, je tombe enceinte. Ça, c'est votre plan. Mais, vous venez vous entrer ici, nous 3 ou nous 4, avec les caméramans, on s'entend, on s'est dit, vrai momie, hein? Qu'est-ce que vous pensez? On te force. Et vous avez comme ça des femmes qui sont harcelées, qui sont violées. Et surtout quand on quitte ce lieu, cette capitale, Kinshasa, vous allez au-delà d'ici. On parle souvent de mariage d'enfants. Ce n'est pas que pour la pauvreté. Parfois, c'est parce que la fille est enceinte. Et on la renvoie à l'école. Comme les parents ne peuvent plus rien faire avec elle, ils vont la pousser à aller chez le garçon. Le garçon peut continuer à étudier et même venir dans la capitale, faire l'université. Si vous voyez tous ces gens qui se promènent en cravate à Kinshasa ici, certains ont laissé des femmes et des enfants qu'ils n'ont jamais plus revus. Et toutes ces filles sont restées malheureuses. D'autres ont tenté des avortements clandestins, ils sont décédés. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Donc, il est important de pouvoir reconnaître le fait que rentrer à la racine du problème pour pouvoir enfin identifier quels sont les éléments d'inégalité qui réduisent le pouvoir de la femme, qui réduisent la participation et la compétitivité de la femme. Nous parlons de militer, mais nous militons pour que les femmes soient ministres parce qu'elles ne sont pas assez compétitives, parce qu'il y a deux aspects qui les ont rendues comme cela. Mais elles ont des capacités. Les femmes sont intelligentes. Elles peuvent faire tout ce que nous, les hommes, nous faisons. Mais le problème se situe au fait qu'il y a deux éléments sociaux, deux éléments des normes sociales qui sont à la base et qui attirent toute la force de la femme vers le bas. Même quand une femme s'est battue et qu'elle se retrouvait au sommet, elle y arrive fatiguée. Parce qu'elle a tellement dépensé de l'énergie pour passer entre les mailles de ceux qui la harcelaient, de ceux qui voulaient coucher avec elle pour lui donner ceci et cela, de ceux qui voulaient. Et à tous les niveaux, de l'école au recrutement, au lieu de travail, pour avoir la promotion, tous ces éléments-là ne lui permettent pas de rester concentré sur des objectifs clairs et pouvoir avancer. Donc, il est important dans le cadre de la justice reproductive de pouvoir retourner aux racines du problème et de pouvoir changer la situation. En commençant par la communauté où la femme vit, mais aussi en montant progressivement jusqu'au niveau de changement de loi. Parce que si vous avez le changement de loi, vous n'avez pas de changement au niveau de communauté, vous n'avez rien fait, mais si vous changez au niveau de la communauté peut pousser davantage pour que les lois changent. Parce que ceux qui font les lois viennent de la communauté. Docteur Jean-Claude, je regarde derrière vous, je vois ma coquille en moitié, n'est-ce pas? Ma coquille à moi, c'est le pouvoir de la femme, c'est les compétences de la femme, les capacités de la femme. Est-ce que c'est ce qui contribue en fait à avoir cette justice reproductive que nous recherchons? Alors, c'est vraiment une très bonne question. Pourquoi? Parce que lorsque l'on parle de la justice reproductive, lorsqu'on parle de droits sexuels et reproductifs, les gens ne comprennent pas à quoi ça sert. Même ceux qui planifient, parfois on a des discussions avec les gouvernements, on a des discussions avec les organisations pour dire est-ce que vous avez intégré les droits sexuels et reproductifs dans votre planification? Même ceux qui travaillent sur l'égalité de genre, quand vous posez la question est-ce que vous avez intégré les autres aspects? Aujourd'hui, on reconnaît effectivement que par exemple, pour pouvoir gérer correctement les forêts, pour pouvoir gérer correctement le changement climatique, il faut intégrer la femme. Pour pouvoir restaurer la paix, il faut intégrer la femme. Mais effectivement, parce que depuis des milliers d'années, les hommes ont pris le lead sur tout et nous n'avons rien réussi. Nous avons continué à nous tirer dessus. La femme devrait cesser d'être la victime et pouvoir participer à la restauration de la paix, à la restauration de la sécurité
et pouvoir contribuer au développement. Maroki Amwasi, c'est un concept qui vient pour expliquer pourquoi il est important d'investir dans la justice reproductive, dans le droit de santé sexuelle et reproductive. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est que tout ce que l'on veut faire pour autonomiser la femme passe absolument par d'abord le fait que les femmes, parce que tout ce que la femme subit au cours de sa vie, elle le subit de par le fait qu'elle est femme. Les hommes vont violer les femmes parce qu'elles sont femmes. On les envoie précocement au mariage parce qu'elles sont femmes. Et parfois pour des raisons qui ne sont même pas explicables. J'ai vu des cas où on envoie une jeune fille de 13-14 ans au mariage parce que son frère a cassé le vélo d'autrui et que la famille n'est pas capable de payer le vélo. Et donc, on renvoie la jeune fille à 14 ans au mariage pour avoir de l'argent à les réparer. Parce que le propriétaire du vélo a dit, si vous n'arrangez pas mon vélo, je vais tuer votre fils dans la sorcellerie. Ça paraît banal, mais c'est des faits qui existent. Pour résoudre n'importe quel problème, la femme fait partie de biens, ou la jeune fille, des biens qu'on a à la maison, qu'on peut donner en échange à n'importe qui. Vous avez vu des vidéos qui venaient du Kasaï, qui circulaient ici, des vieux papas de 80 ans qui ont pris des jeunes filles. Pour rien. Quand vous demandez combien on a payé, c'est 30 000 francs congolais. C'est 50 000 francs congolais. Si je dis 50 000 francs congolais, on a hypothéqué l'avenir, non seulement de la fille, mais tout un potentiel. Cette fille pouvait devenir ministre, pouvait devenir ingénieur, pouvait devenir, je ne sais pas moi qui, dans ce pays, et même président de la République. Mais on a hypothéqué son avenir pour 50 000 francs congolais. Et tout le monde est d'accord, tout le monde regarde, ils ont même dansé, chanté, ils ont bu. Et donc, le rôle des Maroki à moi aussi, c'est de pouvoir éveiller les consciences. Et des dirigeants, et des décideurs, et des leaders communautaires, et de femmes elles-mêmes, mais aussi des jeunes filles. Pour pouvoir comprendre que les aspects droits sexuels et reproductifs, la justice reproductive est la clé pour la femme. Parce que grâce à la justice reproductive, nous pouvons mettre fin au mariage d'enfants et au mariage précoce. Nous pouvons mettre fin à des avortements clandestins. Nous pouvons mettre fin à des grossesses non désirées. Parce que si les jeunes filles ont accès à l'information, et si la communauté reconnaît que ces jeunes ont droit d'avoir accès à l'information et les accompagne dans cet accès à l'information, s'ils ont accès à des services sécurisés et de qualité, et que la communauté accepte et facilite le référencement pour qu'ils puissent avoir accès aux services, que le système de santé est préparé et prêt à les recevoir et leur offrir le service de qualité, on est tous sûrs que ces jeunes filles peuvent bien gérer leur sexualité, bien gérer leur reproduction, ne tomber enceinte que quand elles le souhaitent et ne avoir d'enfants que quand elles le souhaitent. En ce moment-là, aucune fille ne peut se retrouver en dehors du circuit scolaire. Lorsque, par exemple, vous avez l'initiative du gouvernement de pouvoir rendre l'éducation de base gratuite, c'est une très bonne initiative. Ça permet à ce qu'on puisse enlever une des raisons pour lesquelles les jeunes filles, surtout à l'arrière-pays, n'étaient pas envoyées à l'école. Les parents, ils se disaient, on n'a pas beaucoup d'argent, on envoie les garçons, parce que les filles, même si on les envoie à l'école, la finalité, c'est quoi? C'est le mariage. Donc, vous voyez qu'on résume la fille, sa vie, son avenir au mariage. C'est ça l'injustice reproductive. Il faut corriger ça pour faire en sorte que les filles et les garçons soient traités de la même manière parce qu'ils ont les mêmes capacités que le pays peut exploiter. Et le défi aujourd'hui, malgré la gratuité de l'enseignement, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies qui permettent à ce qu'on puisse maintenir les jeunes filles le plus longtemps possible à l'école. Quand vous regardez les statistiques, vous verrez que le nombre de filles diminue au fur et à mesure que l'on monte en grade. Quand vous commencez en maternelle, les filles et les garçons sont presque le même nombre. Même plus de filles. Parfois même plus de filles. Et quand vous montez, avant d'arriver à l'université, ça devient 15% de filles, 95% de garçons. Avant d'arriver à la fin, mais essayez d'analyser les raisons pour lesquelles ces filles sont tombées comme des héroïnes qui sont tombées chacune à chaque fois
il y a beaucoup de raisons qui sont liées à l'injustice reproductive. On l'a poussée à se marier, on l'a violée, elle a subi l'inceste. On n'en parle pas beaucoup. Le contexte du Congo, c'est que vous avez beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui viennent des provinces, ils vont dans des villes, non seulement à Kinshasa, ça peut être Goma, ça peut être Mbujimaï, ça peut être Lubumbashi, ça peut être Kananga, ça peut être Matadi. Ils viennent de villages pour venir en ville auprès des autres membres de famille pour profiter, étudier, parce que nous n'avons pas d'université dans les villages. Ces filles, parfois, subissent beaucoup de violences. Elle vient chez sa sœur, le mari de sa sœur veut prendre la fille et sa sœur. Ça, c'est des cas qui existent et qui sont reconnus. Parfois, ils se retrouvent même enceintes. Et tout ça, l'avenir pour lequel elle s'était déplacée jusqu'en ville est totalement détruit. Et les Alors, perspectives sont réduites. Exactement. Allons-nous laisser les femmes continuer à subir cette injustice? Non. Il faut qu'à un moment donné, pouvoir s'arrêter un instant et dire, ça suffit. Si nous voulons réellement bâtir un Congo où les hommes et les femmes sont égaux, il faudra que nous puissions lever ces barrières. Et la justice reproductive vient pour lever les barrières, en commençant par ses racines jusqu'à toutes les tentacules qui sont nées de ces racines-là. Ce qui implique effectivement les différents leaders qui sont venus de la communauté avec parfois des pensées un peu rétrogrades et qui, malheureusement, même les lois qu'ils votent sont aussi des lois qui sont rétrogrades et qui ne permettent pas réellement à répondre aux besoins des femmes pour leur autonomie. Oui, c'est une démarche, c'est la démarche qu'il faut d'ailleurs, mais ça paraît très difficile, docteur, lorsque on doit commencer par s'attaquer aux normes sociales très ancrées souvent dans nos communautés. Comment s'y prendre? C'est très simple. Pour moi, je pense que la première des choses la plus importante, c'est d'abord la force que représente la femme elle-même et la jeune fille. Le besoin de changement, le besoin de liberté. Parce que nous avons parlé de la justice reproductive. Je vous ai dit que justice reproductive renvoie au mouvement. Mouvement de libération. Mouvement de reconquête de l'autonomie. Les femmes doivent être capables de faire certains choix et décisions sur leur propre vie. Il ne faudra pas que ce soit des décisions qui sont prises par d'autres. Ça commence par la prise de conscience, docteur. Effectivement, ça commence par la prise de conscience. C'est comme ça que dans le cas des Marocains à Moissy, le travail que nous faisons, d'abord, c'est d'augmenter la connaissance des femmes sur leurs droits. Les émissions, les sensibilisations dans la communauté, les sensibilisations dans les réseaux sociaux, c'est d'augmenter la connaissance des femmes et des filles d'abord sur leurs droits, qu'ils les connaissent. Et deuxièmement, ceux qui sont intéressés, les encourager à constituer des mouvements, à constituer des associations et à pouvoir se mettre ensemble. Et aujourd'hui, il y a autant d'organisations qui s'élèvent pour défendre la femme, pour défendre ses droits, pour dire non à la violence, pour dire non à l'imposition, parce que c'est une autre forme de violence. Vous savez qu'il y a des femmes, de ma carrière de médecin, j'ai rencontré des femmes où lorsque vous regardez, elle a subi 4 césariennes, 5 césariennes. Vous dites, madame, ça c'est un gros risque. Vous risquez de mourir. Elle dit, docteur, on m'a dit, si je ne fais pas d'autres enfants, on va épouser une autre femme. Soit c'est le mari, parfois c'est même la famille du mari qui dit, on est moins nombreux, on veut plus. Si elle ne peut pas, il faut déjà commencer à réfléchir à épouser une autre femme. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de vies de femmes sont mises en danger à cause de ça. Ça veut dire qu'on a réduit la femme à, je peux dire, une pondeuse des bébés. Tout simplement. Et du coup, sa santé ne compte pas. Sa vie ne compte pas. On ne peut pas faire à une femme 5 césariennes. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? C'est des gros risques et toutes les données montrent que plus le nombre de césariennes augmente, plus l'utérus est fatigué, plus la femme a le risque de pouvoir saigner et peut-être de mourir. Mais malgré ça, vous allez voir qu'on la pousse, on lui met de la pression. C'est une forme de violence.
Et vous avez, par exemple, on parle de la coercition reproductive, qui est une partie de la justice reproductive, où les femmes subissent des violences, mais par des personnes intimes. Ça commence par des violences verbales, psychologiques. Si tu ne veux pas, d'ailleurs. Et parfois, c'est les oncles qui s'invitent, la belle-sœur, la belle-mère. Tout le monde vient faire la pression sur la femme pour dire 3 enfants, c'est peu, 4 enfants, c'est peu, ceci, cela. Et pourtant, les conditions de santé de la femme peuvent faire en sorte qu'elle ait moins d'enfants. Mais personne ne le supporte. Et donc, c'est tous ces problèmes. Vous pouvez, la justice reproductive rattrape la femme à tous les niveaux. Vous pouvez vous battre, étudier, devenir journaliste et puis devenir inutile pour la société à cause des complications et des problèmes liés à la reproduction et la sexualité. Et donc, c'est pour ça que corriger ça permettrait effectivement qu'on puisse arriver à résoudre la question. Mais comment on procède? La première des choses, la plus importante ici, c'est que les lois jouent un grand rôle. Il faut que le contexte légal soit revu et qui tienne compte de la justice reproductive, qui tienne compte des besoins des femmes. Et dans ce que nous faisons au niveau de Makoki à Moissy, c'est de pouvoir donner davantage de connaissances aux femmes et aux jeunes filles sur leurs droits. Leur droit de posséder de leur corps et de pouvoir prendre des décisions sur leur corps et sur leur sexualité. Ça, c'est un élément. Des décisions responsables. Des décisions responsables. Parce que les informations que nous donnons, c'est pour ça qu'on parle des décisions ou de choix éclairés. Ça veut dire que c'est des choix qui sont basés sur des évidences. Ce n'est pas des choix qui sont basés sur ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux ou ce qu'on a entendu auprès de la grande sœur du quartier qui n'est pas vérifiable. C'est des informations qui sont basées sur des évidences. Un peu comme quand on parle de la contraception, c'est démontrer que si vous prenez soit la pilule, soit vous avez un implant, soit vous prenez le DIU ou d'autres méthodes modernes de contraception, vous pouvez rester pendant le temps que vous souhaitez et selon la durée de votre contraception, rester sans avoir d'enfants jusqu'au moment où vous le souhaitez. Et ça, c'est important. Parce qu'il est important que le droit sexuel et reproductif, c'est aussi protéger le droit pour la femme d'avoir des enfants. C'est en même temps de protéger le droit pour la femme de ne pas avoir des enfants. Et c'est aussi en même temps ce que la justice reproductive ajoute, c'est que c'est en même temps de rendre ses parents heureux. Heureux parce qu'ils savent qu'ils ont des enfants au moment où ils l'ont souhaité, mais en même temps qu'ils vont faire grandir leurs enfants dans un environnement sans violence. Nous avons évoqué ici des jeunes filles, pas des jeunes filles, des enfants de 3 ans qui sont violés. Imaginez que vous avez eu votre fille et qu'elle a été violée. Et donc ça, c'est une souffrance que vous allez endurer toute votre vie. Donc il y a cet aspect de pouvoir s'assurer que c'est un environnement sans violence dans lequel on fait grandir nos enfants. Et ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est celui de pouvoir travailler sur les normes sociales. Parce que c'est au niveau de la communauté que vous avez des normes parfois rétrogrades. Je ne dis pas que toutes les normes sociales sont mauvaises, mais vous avez des normes sociales qui demandent à être mises à jour. Parce que ces normes n'encouragent pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que ces normes sociales donnent plus de travail à la fille qu'au garçon. Il y a beaucoup d'exemples que l'on donne tous les jours. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Quand vous partez, vous regardez ce qui se passe dans les familles, vous allez voir que quand les garçons et les filles rentrent de l'école, les garçons, ils vont jouer ou ils vont étudier. Les filles doivent préparer, appeler les garçons pour venir manger et puis ils vont partir. Ils vont même nettoyer leurs uniformes, quel que soit l'âge de la fille. Si elle est plus grande, elle nettoie pour les petits. Si elle est plus petite, elle nettoie pour les grands. Et tout ça ne lui laisse pas assez de temps. Elle doit fatiguer et le matin, elle doit aller à l'école faire la même interrogation. On ne dit pas, les filles, vous avez préparé, vous avez nettoyé les assiettes, vous avez nettoyé vous êtes exempté, vous allez travailler à côté. Donc, c'est toutes ces normes sur lesquelles nous devons travailler. Quel est cet homme qui accepterait que sa fille devienne esclave d'un garçon, de quelqu'un d'autre? J'ai des filles, je n'accepterai pas ça. Mais l'unique façon de pouvoir le faire, c'est de faire comprendre aux gens. De dire, si vous n'envoyez pas votre fille à l'école, parce que vous voulez envoyer uniquement votre garçon, la finalité,
c'est que votre fille va devenir esclave de quelqu'un. On va commencer à la manipuler. On va commencer à lui imposer des choses. Mais si elle a une bonne éducation, elle est autonome, elle est capable de prendre des bonnes décisions pour elle. On a vu des femmes qui sont décédées des coups. On l'a frappée, elle ne pouvait pas partir. Et même quand elle part de là-bas, elle rentre chez elle, chez ses parents. On lui dit, mais tu viens ici comment? Ezaliba là, rentre seulement, on prend, c'est le mariage. On la ramène là-bas. Et certaines sont décédées comme ça. Certaines vivent avec des infirmités. Ils ont des taches, ils ont des boules sur le visage, ils ont des yeux rouges. D'autres ont des douleurs qui ne finissent pas parce qu'on lui avait cogné le bassin par terre. Des choses qui sont parfois considérées comme normales et pourtant néfastes. Exactement. Et il faut travailler au niveau de la communauté pour pouvoir changer ça. Le troisième élément important, c'est que ce soit les besoins liés à quand, comment, combien je vais avoir des enfants, que ce soit les violences, y compris la coercition reproductive, qui sont des violences par personnes intimes, vont conduire à un moment donné à des besoins de soins, de santé, mais aussi d'assistance sociale, psychologique et tout ce que vous voulez. Mais pour ce qui est des soins de santé, ça veut dire que le système de santé doit être préparé pour pouvoir répondre aux besoins des femmes. Personnellement, je suis parfois écœuré de voir que les gens commencent à vous appeler. « Bonjour monsieur, on m'a dit que vous travaillez à IPAS. On a une fille ici qui a été violée. On ne sait pas où l'amener. » C'est grave. Parce qu'il y a un délai pour prévenir une grossesse, pour prévenir les IST, pour prévenir le VIH. Il y a un délai pour ça. Ça veut dire que si on garde longtemps la victime et qu'elle n'a pas été conduite à l'hôpital, pour une raison ou pour une autre, peut-être qu'on ne sait même pas qu'il faut la conduire à l'hôpital, ça va poser problème. Et même quand on la met à l'hôpital, parfois le prestataire qui le reçoit ne sait pas que la prise en charge, elle est différente, spécifique, et qu'il y a deux choses qu'il faut regarder. Et donc, il faut renforcer le système de santé. Et dans le cas de Maoki à Moissy, nous travaillons avec le ministère de la Santé, avec le PNSR et d'autres, le PNSA et d'autres, pour pouvoir renforcer davantage le système de santé. On travaille avec les zones de santé, avec les formations sanitaires. Nous appuyons les formations pour que les prestataires soient préparés. Il faut s'assurer effectivement aussi qu'il y a des commodités qui sont disponibles, les médicaments, les instruments qu'il faut, les équipements pour offrir les services de qualité à la femme. Et puis la quatrième dimension importante des Marocains à moi, c'est le plaidoyer. Parce qu'il faut continuer à pousser pour que la situation de la femme change et qu'elle soit changée de manière holistique, dans sa globalité. Que les gens ne s'assoient pas pour dire « ce droit ici, on pense que la femme le mérite. Celui-là, elle ne le mérite pas. » Non. Qu'on donne la possibilité, qu'on donne le choix à chaque femme de pouvoir décider sur son corps, sur sa sexualité et sur sa reproduction. Et ça, c'est une étape importante. Et pour faire le plaidoyer, nous aidons à mettre en place des mouvements parce que la justice reproductive, c'est le mouvement. Mouvement signifie changement. Nous quittons d'un endroit vers un autre. Nous quittons une situation vers une autre que nous considérons être la meilleure pour la femme. Et nous travaillons essentiellement avec les femmes, avec les jeunes filles, mais aussi avec les hommes à travers la masculinité positive, dont le chef de l'État est le champion africain. Je pense que c'est une grande responsabilité. Et le gouvernement devait prendre cette responsabilité avec beaucoup d'engagement. Parce que si le président de la République est champion de la masculinité positive et les hommes du Congo n'ont pas développé cet aspect de masculinité positive, qui est le contraire de la masculinité toxique, qui sont ces hommes qui s'engagent à soutenir la femme, à lutter avec elle contre les inégalités et contre la violence, alors en ce moment-là, ça sera tout simplement un slogan creux. Et l'Afrique va à un moment donné regretter pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi le Congo pour être la capitale africaine de la masculinité positive et son président comme le premier champion. Nous sommes aujourd'hui appelés à pouvoir montrer que réellement, c'est une grande responsabilité. Le Congo a subi beaucoup de violences. Maintenant, il est temps que nous puissions montrer que nous ne sommes pas que des violeurs. Nous ne sommes pas que de bourreaux. Que nous pouvons, en tant qu'hommes, nous engager aux côtés de femmes, nous tenir la main dans la main et travailler ensemble
sur toutes les questions. Il n'y a pas de questions où il n'y a que les hommes qui peuvent y travailler. Toutes les questions. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation de guerre. Il faut absolument que la femme participe à la recherche de la paix. Quelle est la place de la femme dans cela? Nous sommes dans l'année électorale. Il faut que les partis politiques alignent aussi les femmes. C'est important. Et il y a autant d'initiatives. J'ai vu que, par exemple, si vous avez aligné plus de candidates femmes, vous avez des réductions des coûts et tout ça. Ça, c'est des éléments qui montrent qu'effectivement, nous avançons. Mais il faut faire plus pour nous assurer que nous allons vers une société égalitaire où la jeune fille, dès sa naissance, elle a les mêmes droits avec le garçon, elle a les mêmes opportunités, elle a les mêmes chances et elle peut contribuer de la même manière avec les garçons au développement de notre pays. Alors, nous terminons avec vous, avec cette petite question. Vous allez répondre peut-être en quelques secondes, docteur. La justice reproductive, est-ce que c'est une réalité qui pourrait être vécue ou ça resterait un idéal à atteindre? Je pense que la justice reproductive, c'est une réalité qui peut être vécue parce que la justice reproductive vient répondre à un besoin existant. Les besoins existent. Les femmes ont besoin d'égalité. Ils ont besoin d'équité. Ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin d'opportunités. Ils ont besoin d'être traités de la même manière que le traitent les hommes. Ils n'ont rien demandé de plus. Et donc, c'est possible de pouvoir le faire parce que c'est un besoin qui existe. Mais en même temps, parce que les femmes en ont besoin et de plus en plus en sont conscientes. Et donc, de toutes les façons, si on ne leur donne pas, elles s'élèveront pour le réclamer. Et partout où elles ont réclamé, elles ont toujours gagné. Et nous encourageons les femmes à s'élever pour réclamer, revendiquer leurs droits. Merci encore, docteur Jean-Claude Mulunda. Je rappelle que vous êtes le directeur pays de IPAS. Et si nous sommes venus vers vous pour parler de la justice reproductive, c'est parce que IPAS est une organisation qui prône la justice reproductive et travaille pour la justice reproductive. Alors, nous remercions également ceux qui nous ont suivis à travers cette émission. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro. Certainement, nous pourrons revenir vers le docteur Jean-Claude pour aller dans d'autres aspects. Si vous avez des préoccupations, des questions, il y a toujours ce numéro qui est affiché au bas de vos écrans pour vous permettre de réagir à cette émission, au contenu donc, de cette émission. Portez-vous bien chez vous et nous souhaitons une bonne journée à toutes les femmes de la RDC.